Allez, s'il vous plaît, chers amis, on va commencer. D'autres élus vont nous rejoindre, notamment Petre ou Manu, mais je vous propose que nous commencions, puisque le quorum est atteint, et que le Conseil, même s'il est important, n'est pas des plus denses. Donc on commence et les autres prendront en cours. Donc, je vais demander à Vincent de procéder à l'appel des élus. Merci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Jean-Christophe Angelini. Monsieur Michel Girasc. Pardon. Madame Emmanuelle Girasc. Madame Domenica Verdoni. A donné procuration à Véronique Filippi. Monsieur Jackie Agostini. Nathalie Apostolatos. Jean-Claude Tafagne a donné procuration à Jean-Christophe Angelini. Véronique Filippi. Vincent Gambini, présent. Janine Zanini. Paul Colonna Cesari. Jeanne Stromboni. Marie-Luce Soli a donné procuration à Nathalie Apostolatos. Marie-Antoinette Ferracci. Didier Lorenzini a donné procuration à Paul Colonna Cesari. Nathalie Maisetti. Claire Rocassera. Stéphane Castelli. Nathalie Castelli. Antoine Lastraioli. Santina Ferracci. Grégory Sousigny m'a donné procuration. Pedranto Vesperini a donné procuration à Michel Girasc. D'accord. Okay. Marc-Antoine Tafagne. Joanna Guidicelli. Monsieur Joseph Tafagne. Christiane Reveste. Camille de Rocasser. Georges Mel. Étienne Cesari. Florence Valli et Jean-Michel Soli. Merci. Donc, très vite, avant que nous n'ayons à voter les premiers points, vous rendre attentif à un sujet et à un sujet seulement, au seuil de nos travaux, celui de la ressource en eau et de la situation particulière que nous traversons. D'emblée, préciser qu'il n'est à ce stade pas question d'interroger, je dirais, les fondements et les raisons profondes ou plus récentes de la situation. On aura l'occasion d'y revenir. Ce qui est prévu et qui est à l'œuvre depuis un moment, c'est d'une part de s'assurer que les restrictions édictées et qui ne sont pas, j'en conviens, des plus heureuses soient respectées, et d'autre part, que l'on ait dans l'intervalle, en complément de ce qui est déjà mis en œuvre, des mesures palliatives, dirons-nous, ou alternatives. Sur les restrictions elles-mêmes, donc vous connaissez la situation, j'y reviens pas. On a très régulièrement des creux, des comités de ressources en eau. On a parallèlement des réunions de travail et des échanges quotidiens, voire plusieurs fois par jour, avec l'office hydraulique, avec le fermier, Kernolia, avec un certain nombre de professions, de corporations, je pense aux agriculteurs ou à d'autres. Et parallèlement, donc, on a l'APM qui, sur le terrain, avec la gendarmerie, ou parallèlement, contrôle et malheureusement, parfois, verbalise. Bon, donc on a de l'édiction, entre guillemets, ou de la définition de mesures jusqu'à leur mise en œuvre et a posteriori à leur contrôle, un dispositif qui est bien présent sur le terrain et dont chaque jour au moins nous vérifions l'opérationnalité. Je veux à ce stade, en notre nom à tous, remercier les porto-véquiers, remercier les habitants du territoire, remercier les entreprises, les agriculteurs, les commerçants, celles et ceux qui, depuis les premiers moments de la crise, ont joué le jeu et continuent de le faire. Préciser qu'au terme
de cette période, que j'espère la plus courte possible, comme chacun d'entre vous, nous aurons, à l'occasion de ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience, l'opportunité d'analyser le pourquoi de la crise et de voir comment on a pu en arriver là. Mais ce n'est pas à ce stade l'objet du débat. L'objet du débat, c'est de s'assurer que l'on préserve la ressource jusqu'au moment où, espérons-le, la pluie puisse revenir et que l'on puisse annoncer formellement, même si on s'en approche, la fin de la crise. Je veux, dans le même ordre d'idées, saluer, outre l'engagement des partenaires que j'ai cités, l'État, l'Office, le fermier, la communauté porto-vécaise et au-delà, remercier les communes voisines, qu'elles soient dans l'Interco, les 6 autres, ou dans le CIVOM du Cave. Elles sont, ces communes, engagées à nos côtés, et je veux rappeler qu'à l'appui de l'arrêté préfectoral qui a été, dirons-nous, publié dans les tout premiers moments, elles ont elles-mêmes délivré, réalisé une série d'arrêtés qui ont conduit le territoire à se solidariser. Et vous le savez, plusieurs d'entre elles, plusieurs communes ont elles-mêmes proposé des tours d'eau, ces fameuses mesures par lesquelles, durant, je dirais, la nuit, une partie du territoire, de 23h à 5 ou 6h du matin, n'est plus alimentée en eau. Donc, ça paraît neutre, mais je vous rends attentif à un point. Porto Vecchio, la région, se caractérise aussi par le fait que l'on a parfois, durant la nuit, des stades de consommation qui sont comparables avec ceux de la journée. Et pour ma part, je l'ai appris à la faveur de cette crise, au moment où je m'interrogeais sur le pourquoi de coupures nocturnes. On m'a répondu que l'on avait aussi, sur certains secteurs de la ville et du grand territoire, des moments, entre guillemets, ou des stades de consommation qui n'étaient pas sans rappeler ce qu'on pouvait constater le jour. Bon. Donc, ces mesures-là, mises bout à bout, elles ont permis qu'on en arrive à éviter la crise, même si, j'en suis conscient, les restrictions sur un certain nombre d'usages, l'eau agricole, pour les stations de lavage de véhicules, pour le port, le lavage ou l'entretien des bateaux, pour d'autres, des sujets ou des usages un peu connexes, tout ça, ça participe d'une situation qui est un peu problématique, mais dont je redis qu'on est appelé à en sortir. Terminé, en disant qu'on aura 7 semaines, après qu'on ait rencontré, donc avec Emmanuel Deslay et l'équipe, les gens de Kirdolia, on aura par bateau des unités de réhute qui vont être acheminées. Donc il s'agit de réutiliser les eaux traitées. Pour la parenthèse, beaucoup de pays d'Europe et du monde marquent des taux d'usage dans la réhute très élevés. Le plus connu étant Israël avec, je crois, près de 80%, Jackie. La France est à 1 ou 2%. Bon, donc il y a une marche et un delta considérable, mais en même temps, cette idée qu'on doit maintenant s'y engager, et donc il y a un arrêté préfectoral ou un décret qui ont été pondus ces derniers jours, et à travers lesquels on peut aujourd'hui y avoir recours. Donc, Veolia, Kirnolia, notre fermier, y a consenti, et donc, dans les jours qui viennent, on devrait pouvoir déployer un plan de communication et, je dirais, une boîte à outils autour de ça. Bon. Donc, au confluent, et j'en aurai terminé, des mesures de restriction, de leur strict respect et de leur contrôle, voire de la verbalisation de possibles dérives. De l'effort de solidarité déployé par les autres communes. Et enfin, de ces modules, de ces unités de réhute, on devrait, je vais rester prudent, arriver pas très loin de la sortie, même si, à ce stade, on n'y est pas encore. Je termine sur 2 idées.
La première, une fois la crise derrière nous, il faudra faire en sorte d'éviter la crise future. Bon, je ne vais pas m'étendre à ce stade parce que ça appellerait d'autres analyses sur lesquelles on reviendra, mais il faut qu'on commence à y penser. Et terminer en vous disant, en plus de toutes les infos que j'ai voulu vous livrer, pour avoir eu Étienne qui nous a appelé ce matin en s'excusant de ne pouvoir être là, et d'autres agriculteurs et éleveurs, que la Chambre d'agriculture, par la voix de son président, que je remercie, Jean-Baptiste Arène, et la commune, pas plus tard que cet après-midi, même si on avait déjà fait un certain nombre de démarches, donc ces deux entités au moins ont rendu l'État attentif à un classement. Donc, catastrophe naturelle, sécheresse. Il y a aujourd'hui un fonds qui s'appelle, je crois, le FSN, le Fonds de solidarité nationale, qui est activé, mais à des conditions très strictes, avec des ratios, comme M. le Préfet nous a rappelé cet après-midi, qu'en gros, l'impact sur la production fourragère soit de l'ordre d'au moins 50% de moins lissé sur l'année, et qui est dans d'autres types de production, je pense à la viticulture, un impact comparable, mais je ne voudrais pas vous donner de fausses informations, mais c'est en gros cette idée-là, de l'ordre de moins 50, me semble-t-il. Donc il y a un examen de la situation qui va être réalisé à la demande conjointe de la Chambre d'agriculture et de la commune, mais je voulais informer le Conseil, sans préjuger du résultat, qu'on a engagé cette démarche pour que la sécheresse, dont je rappelle qu'elle est globalement à l'œuvre depuis le 28 mai, soit reconnue dans tous ses impacts et que les professions, et je pense principalement, même s'ils ne sont pas les seuls touchés, aux agriculteurs, donc soient reconnus et, je l'espère, accompagnés dans leurs difficultés. Donc voilà quelques mots sur ce que nous faisons depuis les premiers moments de la crise, quelques mots sur les mesures concrètes mises en œuvre en termes de restrictions, de contrôle, de répression éventuelle, etc. Quelques mots sur les efforts mis en œuvre par l'Office et par le fermier au sens des modules de réhute qui devraient nous arriver cette semaine. Et quelques mots enfin sur les demandes formulées par la commune et la Chambre et qui concernent plus spécifiquement la profession agricole. Donc voilà, comme ça vous avez l'info complète et vous savez très exactement ce qu'il en est. Je n'aborderai pas à dessein d'autres sujets, l'actualité porto-vecchiaise n'en manque pas, mais je pense qu'il est important que l'on se concentre collectivement sur cet objectif et qu'on fasse en sorte de l'atteindre dans, je l'espère, les jours à venir. Merci. Donc maintenant, je vais vous demander de procéder au vote du procès-verbal de la dernière séance du Conseil en date du 10 septembre dernier, 2025. Appelle-t-il ce procès-verbal des remarques ? Très bien, donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Second point, le compte-rendu de décision qui en découle. Appelle-t-il ce compte-rendu des remarques? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Je donne maintenant la parole à Vincent sur le volet démocratie participative avec un rapport d'information sans délib et le lancement du BP 2026. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, nous avions pour la toute première fois lancé en 2024 le premier budget participatif de la commune. Donc pour rappel, un budget participatif, c'est une initiative qui permet aux citoyens d'une commune directement de pouvoir proposer des projets, de les soumettre au vote et ensuite de les voir se concrétiser. Et c'est dans le cadre de ce premier budget participatif notamment qu'on avait inauguré la plateforme Democrazia sur laquelle tout avait été centralisé en termes de dépôt d'idées, de réflexion et de vote. On a, il y a quelques semaines, autour d'un moment particulièrement agréable, inauguré le tout premier projet qui avait été financé lors de ce tout premier budget participatif. Pour rappel, il y avait une enveloppe de 100 000 € qui avait été allouée à ce premier budget. Et à l'époque, le conseil municipal des jeunes, notamment dans sa toute première mandature, avait choisi l'installation d'une aire de jeu à Mouraté, donc qui pouvait bénéficier tant aux scolaires sur le temps d'école qu'aux habitants du village et aux familles sur du temps extrascolaire. Avant l'été, on a inauguré
avec Véro, avec Nathalie, avec l'ensemble des services qui ont travaillé à l'élaboration et à la création de cette aire de jeu. Ce tout premier projet concret qui a été porté non pas par des élus uniquement, mais aussi avant tout par des citoyens. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on souhaite proposer une initiative similaire avec une inscription budgétaire qui resterait de 100 000 euros. Au niveau du calendrier et du modus operandi, on serait dans un fonctionnement qui serait similaire au premier budget participatif. L'idée étant de permettre, puisque la plateforme désormais existe et est connue dès demain, à l'ensemble des Porto Vecchie qui ont des idées, qui ont envie de proposer une initiative, de pouvoir le faire directement en ligne. On va laisser un peu moins de 2 mois pour que les initiatives aient le temps de mûrir, de germer, qu'il puisse y avoir aussi des échanges avec nos services lorsque cela est nécessaire, parce que ces projets, pour être soumis au vote, doivent évidemment répondre à toute une série de critères au niveau juridique et au niveau technique. Mais l'idée, c'est quand même aussi de ne pas surtout limiter l'imagination des Porto Vecchie et de leur donner la possibilité de proposer dans des domaines très différents certaines idées. On clôturera cette première phase le dimanche 7 décembre à minuit. L'idée étant qu'à partir du 8 et jusqu'au 14, les services de la commune puissent évaluer les projets qui ont été présentés et les sélectionner. On peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. Il y a des projets qui peuvent être tout à fait intéressants et faisables, mais qui correspondraient déjà à des projets en cours au niveau de la municipalité, connus ou pas. Donc ça permet aussi de revenir vers les porteurs de projets pour les informer que le projet ne sera pas soumis au vote, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais simplement parce qu'il est déjà dans une manière peut-être un peu différente dans les tuyaux. Il y aura évidemment des projets qui, soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons techniques, ne seraient pas faisables. Et puis il y aura l'ensemble des projets, le plus nombreux possible évidemment, on l'espère, qui seront eux soumis au vote. Et la période de vote s'étendra quant à elle du 15 décembre 2025 au 11 janvier 2026. L'idée, donc, c'est de poursuivre dans le périmètre des 100 000 euros qui nous est proposé, de permettre une nouvelle fois à la deuxième mandature du Conseil municipal des jeunes de désigner un projet dit lauréat, et ensuite de pouvoir, sur l'ensemble des autres projets, les soumettre au vote des Porto Vecchie. Donc voilà, l'objectif, c'est encore une fois de permettre à l'ensemble des citoyens qui s'intéressent un peu à la chose publique d'avoir le temps d'un projet, le temps d'une campagne, la possibilité de ne pas seulement être dans la demande auprès d'un service ou auprès d'élus, mais de pouvoir le faire directement, tant à l'étape de la construction qu'à l'étape du vote final. Si vous avez des questions, bien évidemment, nous y répondrons de la meilleure manière possible. Alors, sur le budget participatif, on est bon? Bon, Vincent l'a dit, ça nous a permis de poser et de réaliser donc l'équipement de Muratel qui fonctionne très bien. Il y a d'autres sujets qui ont été pris en compte et qui vont émerger dans les temps à venir. On lance pour la 3e année consécutive. Hein, 2e à peine, je vais dire 3, je vais trop vite. Cette procédure, bon, on a dédié un budget qui me paraît cohérent. En tous les cas, sur les premiers mois de la consommation, on est plutôt bien. Donc maintenant, on va continuer et on va voir cette année. Il n'y a pas de délibération, mais il y a quand même un rappel du calendrier. Donc je vous renvoie au rapport et je vous invite à prendre les différentes dates en compte. Je vais demander à notre ami Jean-Michel d'aller voir ailleurs, mais je le dis avec beaucoup d'amitié. Voilà. Il vous est proposé donc de choisir le délégataire. Donc Julien, s'il est encore parmi nous, il est là, avec l'ensemble de l'équipe, à veiller, dirons-nous, au respect des choses, avec bien sûr une particulière implication de la cellule des marchés. Donc je vous épargne les détails techniques qui déjà avaient été abordés lors de la présentation du cahier des charges et dans un autre temps du rapport au délégataire. Comme vous le savez, la commune de Porto Vecchie, pour des raisons historiques, délègue
Donc, la question de l'avitaillement à un opérateur privé. Nous avons lancé un certain nombre de procédures. Et au terme de celle-ci, donc la commission d'appel d'offres a retenu donc la SARL EPB pour donc s'assurer de la bonne exécution de la concession de services pour la distribution de produits pétroliers à usage maritime au port de plaisance et de pêche. 3-4 idées rapides. La première, saluer l'implication de Julien et de l'ensemble des services sur la station d'avitaillement. Alors, pour le dire en corse, eu ci capisco quanto porco una mandolina, mais tous les gens qui empruntent cet équipement m'en disent le plus grand bien. Bon, il y a a priori à parier qui fonctionne très bien. Et tous les retours que j'ai, ils sont unanimes, tendent vers ça. Donc on a une station d'avitaillement qui remplit, je dirais, qui atteint ses objectifs et qui va donner, c'est déjà le cas, une attractivité renforcée au port de plaisance. 2, nous avons toujours dit ici, c'est un rappel, mais qui me paraît important, que pour des raisons évidentes, 2 fonctions au moins devaient être externalisées dans des cadres juridiques à déterminer, au sens où elles n'avaient, de notre point de vue, pas vocation à être assumées en régie par la commune. Je vous rappelle que dans notre modèle économique et stratégique, les parkings, les anneaux et les locaux commerciaux seront propriété et gestion, dirons-nous, ou gérés par la commune. Donc, on s'est dit qu'on allait continuer dans la trajectoire et sur l'avitaillement et le grutage de main, confier, dans le strict respect du Code des marchés publics, les rênes à des opérateurs privés et, je le redis, en respectant strictement les prescriptions édictées et, dans le meilleur des mondes, à des entreprises locales, même si au moment où on lance un appel d'offres, on ne peut pas préjuger de l'identité de celles et ceux qui y répondent. Donc, EPB, et je terminerai par là, a en la matière une expérience qui est connue, un savoir-faire qui est réputé et des résultats qui sont incontestables. On aura cette année, ça avait été discuté au moment de l'élaboration et du vote du cahier des charges, un certain nombre d'aspects positifs supplémentaires sur la redevance, sur les conditions d'accueil, sur les prestats réalisés, sur l'emploi local, etc. Donc, je vous propose, sans être plus long, puisqu'on n'a plus qu'à entériner quelque chose qui a déjà été voté, que l'on approuve et que l'on vote cette délibération et que l'on permette à une belle entreprise porto-vecchiaise de pouvoir donner sa pleine mesure et, sur ce magnifique port en devenir, dans une station d'avitaillement déjà opérationnelle, eh bien, d'exercer ses prérogatives et de le faire dans l'intérêt des plaisanciers, dans l'intérêt du port, et bien sûr, parce que c'est essentiel, dans son intérêt propre et dans celui de la commune. C'est donc le rapport numéro 1 que je vous demande d'approuver en l'absence de Jean-Michel, qui, je l'indique à notre secrétariat, se déporte pour des raisons familiales et personnelles évidentes. Y a-t-il des questions? C'est bon? Parfait. Donc je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Sur l'EHPAD. Donc, est-ce que Manu veut nous dire un petit mot d'introduction sur l'équipement et Jackie prendra le relais au plan financier? Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit aujourd'hui de réfléchir à ce qu'on appelle la phase 3 de l'EHPAD. Donc, la phase 1 étant la mise en sécurité au niveau incendie, la phase 2 étant la refonte bâtimentaire. Il reste au niveau de la phase 3 3 objets en réalité.
la mise en place d'un monte-malade, parce qu'aujourd'hui, les ascenseurs en place ne sont pas tout à fait adaptés à l'usage. La mise en place d'une passerelle reliant les deux ailes, avec une pergola au niveau de la terrasse. Et enfin, une réflexion sur le rez-de-chaussée, on va dire, de l'annexe qui était en gestion municipale. Donc aujourd'hui, pour mémoire, le deuxième étage de cette partie a été retravaillé, ce qui nous a permis de refaire des chambres et d'agrandir la capacité des pensionnaires au niveau de l'EHPAD de Porto-Vecchio. Sur le rez-de-chaussée, on avait plusieurs options et on réfléchit aujourd'hui en partenariat, je l'espère, avec le nouveau directeur de l'hôpital, puisque l'ancien aujourd'hui a quelques petits remaniements au niveau de ses fonctions. Et toutes les parties associatives qui travaillent dans le bien-être de l'aidant et de l'aidé. Donc aujourd'hui, sur ce rez-de-chaussée, qui s'inscrit aussi dans le travail qu'on a fait sur les tiers-lieux dans les jardins de l'EHPAD et sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez, on a réfléchi à faire un hôpital de jour et à une plateforme de répit. Donc un hôpital de jour qui va permettre probablement de soulager des familles entières qui gèrent à domicile des patients type Alzheimer ou Parkinson ou même avec des atteintes de la mobilité, qui va permettre de pouvoir travailler sur des demi-journées ou des journées entières en fait, où on confie nos patients à des professionnels de santé. Et sur la plateforme de répit, de la même façon, on peut aider autant les aidants que les aidés. Mais bon, pour tout ça, il faut un peu d'argent et Jackie reviendra probablement là-dessus. Dans l'idée, ça nous permettrait, sur une quinzaine de places, de pouvoir soulager à peu près 70 familles par semaine, ce qui n'est pas neutre dans l'accompagnement de ce genre de pathologie. Jackie. Bonsoir à tous. Juste pour compléter, donc financièrement, le coût hors taxe de la dépense éligible serait de 629 950,98 €. On sollicite 80% d'aide sur cette belle opération et on sollicite plus particulièrement le plan annuel d'investissement via la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, à hauteur de 60%, c'est-à-dire 378 000 € pour arrondir, et l'État à hauteur de 20%. Donc la part communale hors taxe restante serait de 126 000 €, et plus la TVA, la part communale serait un peu moins de 200 000 €. Donc voilà, donc on vous demande, sur la base d'explications de Manu, d'approuver le programme d'action et d'approuver le plan de financement et nous autoriser à aller solliciter ces financeurs à hauteur de 80%. Merci. Merci Manu, merci Jackie. Sur ce dossier de l'EHPAD, est-ce que vous avez des remarques? On est bon? Allez, alors on y va. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à toutes et à tous. Sur le sujet tabac, donc il s'agit tout simplement de contractualiser avec un éco-organisme pour la réduction des déchets des produits du tabac dans l'espace public. Donc on avait été appelé dans le cadre communautaire à prendre un certain nombre de dispositions assez comparables. Bon, vous avez des objectifs de réduction et un certain nombre d'actions prévues. Et donc, il vous est proposé tout simplement d'approuver un contrat type et d'en délibérer. Est-ce que vous avez des remarques? Allez, c'est vrai que ça n'appelle pas de grand débat de fond. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nathalie, sur les ALSH, au point numéro 4, au titre du règlement intérieur. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit d'une mise à jour du règlement intérieur qui concerne la période de réservation des mercredis de janvier à juin et des vacances de février. Elle avait été préalablement fixée la première semaine des vacances de Noël
Et ce rapport propose de l'avancer donc à la première semaine du mois de décembre. Ça permettra aux familles de faire leur réservation un peu plus sereinement, puisque ce sera en dehors de la préparation, on va dire, des fêtes de fin d'année. Et ça permettra aussi aux services de répondre un peu plus tôt aux familles, leur laissant, le cas échéant, le temps de trouver une solution alternative au refus éventuel. La mise à jour concerne aussi quelques ajustements, notamment la participation de la cuisine municipale, à la place de la CCR, pour les repas des 2 ALSH, ou quelques corrections de forme, notamment les mentions dues à la situation Covid, qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Donc il est proposé au Conseil d'adopter ce règlement intérieur tel qu'il figure en annexe. Merci. Avez-vous des remarques? On est bon? Allez. Donc on va pouvoir passer au vote. Merci à Nathalie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Point 5, Véro, sur l'actualisation de notre règlement intérieur sur les dispositifs d'animation sportive et les publics seniors, avec un ajout. Ouais, on va ajouter, ça a été demandé par nos seniors au mois de juin, l'activité Pilates. Donc elle devait commencer en janvier, finalement on va la commencer dès qu'on a voté en fait. Donc voilà, pour vous parler un peu des seniors, quand on est en 2020, il y avait 20 seniors. Là, on est à plus de 70. Donc ça marche fort. Donc on a rajouté cette activité en plus. On avait rajouté précédemment des activités qui sont animées par nos animateurs, du fitness, de la marche douce et des multi-activités. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, on précise que les tarifs pourront faire l'objet d'une réévaluation chaque année. Celle-ci serait variable en fonction de la nature, de la fréquence et du prix de revient de chaque activité. En conséquence, il convient d'actualiser le règlement intérieur des activités seniors si annexé, en y intégrant l'activité Pilates et les tarifs correspondants. On est toujours resté sur les tarifs communes hors communes. Après, on peut quand même voir que le prix pour 3 mois, pour le Pilates, c'est 15 € au minimum. Pour 3 mois, ça fait 12 séances. Et 40 € pour ceux qui ont un coefficient familial plus élevé, donc ce qui revient aussi vraiment à 40 € 12 séances, c'est pas grand-chose. Merci Véro. Sur cet ajout d'activité ou tout autre sujet, avez-vous des questions? Jean-Mi. Merci. Bonsoir à tous. Non, on ne peut que saluer le développement de l'animation qu'on a lancé des seniors, je crois que c'était en 2018, qui prend vraiment une ampleur maintenant, qui se lance très bien, donc c'est une vraie satisfaction pour nous. Donc c'est une très bonne chose, mais comme on aborde le volet sport, je ne pouvais m'empêcher de saluer la performance d'Olivier Capanach pour le Tour de Corse historique, car il a fait un très beau parcours et je sais que Monsieur le maire et Georges aussi ont salué l'exploit. Donc je voulais le noter. Et vous parliez en début de séance de problèmes de sécheresse, et je suis passé au stade Claude Pape donc dernièrement, et je pense qu'on devrait avoir une réflexion, mais je sais que ça appartient à la communauté de communes. Mais l'avenir du stade Claude Pape n'était pas fait à devenir un beau synthétique, puisqu'on sait très bien que chaque année, on y injecte beaucoup d'argent, que chaque année, on sait qu'on va arriver dans des périodes sèches. Donc voilà, moi je voulais juste faire cette parenthèse parce qu'on parlait de sport. Donc évidemment, valider nos seniors, saluer la performance des pilotes Porto-Vecchia. Il y a eu des malchanceux aussi, des pilotes Porto-Vecchia. Je pense à Anthony Agostini et JB Bott qui a fait aussi un beau rallye. Mais voilà, conclure aussi pour cette problématique du stade Claude Pape. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une autre pas une autre destination, mais en tout cas une autre infrastructure. Merci. Tu commences ou au Claude Pape, Monsieur le maire a parlé au dernier conseil municipal de l'éventualité de mettre la piscine et pour le coup de revoir absolument tout ce qui va être fait sur le Claude Pape. Maintenant, pour le synthétique, le vrai problème que ça pose, c'est par rapport à l'athlétisme. C'est-à-dire que si tu mets du synthétique, tu fais plus de lancer long. Tu n'as plus de javelot, tu n'as plus de disque, donc il faut prévoir des aires de lancer à côté.
Et ouais, mais pour le coup, les aires de lancer, elles prennent beaucoup de place. Donc là, c'est vraiment il faut vraiment poser les choses pour savoir ce qu'on fait et comment on organise tout ça avec une piscine, peut-être un autre terrain de foot. Oui, non, c'est juste que, enfin, on connaît les coûts exorbitants de l'entretien de cette pelouse, mais ça a toujours été. Hein. C'est pas, voilà. Et puis on arrive dans des périodes de sécheresse, on arrive dans des périodes assez compliquées. Bon, j'entends ce que tu dis sur le javelot, pour avoir débattu longtemps avec Nicole, donc j'entends. Mais je pense qu'il doit y avoir une solution alternative on ne va pas se cantonner pour le lancer du javelot à avoir cette surface. Je pense qu'il y a des solutions alternatives. Non, c'est pas, il faut créer toutes les aires de lancer à côté. Donc tu as l'aire de javelot, tu as l'aire du marteau et tu as l'aire du poids, les 2 aires de poids. Et en plus, il n'y en a pas qu'une à chaque fois. Donc il faut vraiment, si on le décentralise, il faut vraiment beaucoup de place. Donc le vrai problème, il est là. Sinon, je pense qu'on aurait pris cette solution depuis un moment, parce que c'est vrai que la pelouse, elle est en mauvais état. Mais là, il faut vraiment réfléchir sur ce qu'on veut faire de cet espace. Je propose à Monsieur le Président de la communauté de communes le stade de Saute, où il y a un bel espace, et on peut faire du javelot, du marteau, non, mais tu peux pas faire une compétition d'athlétisme avec les courses à côté. J'ai l'impression de parler avec ta mère, c'est incroyable. Bon, très bien. Écoutez, voyez. Quand ils font les triathlons, le pauvre, ils vont pas courir d'un côté, aller lancer à saute. Non, ce qui est certain, pour compléter le propos de Jean-Michel et de Verbeau, c'est qu'il faut effectivement ouvrir une réflexion sur la pelouse. Ça, on en a beaucoup parlé depuis le début de la mandature, on en est complètement d'accord. En gros, on voit bien. Bon, là, on a une période particulière, mais quand bien même, on a un sujet. Bon. On a plusieurs réflexions concomitantes et il faudra qu'on les tranche ensemble assez vite. La première, j'ai ouvert le débat, mais je n'ai fait que l'ouvrir. Et vous savez qu'on est sensible à ce que nous rapportent les Porto-Vecchie. Je le dis tranquillement. Quand on a ouvert ici même un débat sur la création possible d'un centre administratif en lieu et place de l'école Joseph Pietri, des élus, d'abord, des Porto-Vecchie ensuite, nous ont dit, on n'est pas contre sur le principe, mais à cet endroit-là, avec la mémoire du lieu, les choses qui s'y attachent, etc., on est un peu réservé. On en a tenu compte. Et on a dit, voilà, très bien, d'autant je ne cache rien que ça a été relayé dans la rue. D'autres Porto-Vecchie nous l'ont dit, donc on s'est dit, allez, on va acquérir, rénover un appartement en face, l'esplanade, à Piazza Loguartiere, etc., l'immeuble Marcellesi, la rénovation de l'hôtel de ville, et créer une centralité administrative autour de l'hôtel de ville historique. Bon, et je pense qu'on a, avec le recul, bien fait, même si on n'avait pas d'idée très arrêtée, mais on a vraiment ouvert le débat. On a été, avec Michel, particulièrement, mais avec la majorité en général, sensible à ce qui a été dit sur la question des logements sociaux. Bon, c'est très éloigné du débat. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a cette capacité qu'on doit avoir, tous, élus des Porto-Vecchie, à écouter ce qui est dit. Entre le moment où le PLU a été arrêté, à l'été 2024, au mois de juillet, me semble-t-il, et la fin de l'année civile, 2024, on a eu la loi Le Meur. Et en fait, notre objectif, c'était quoi? C'était de dire, il faut qu'on puisse créer de la résidence principale. Or, on bénéficiait d'un cadre législatif qui n'était pas propice en tout point à cela. Et il est vrai qu'on a utilisé pour partie les servitudes de mixité sociale pour répondre à cet objectif. Et bien sûr, je l'assume personnellement, politiquement, et ne le regrette en rien. Dès lors que la loi a évolué et nous a donné d'autres possibilités, avec Michel, avec Nathalie, avec ceux qui travaillent plus particulièrement au PLU, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que nous perdions la main sur ce dossier-là, et donc que nous puissions renouveler notre approche. Il y a des choses qui ont été dites dans le cadre de l'enquête publique, qui sont à l'analyse et qui reviendront devant le Conseil le plus rapidement possible, vote d'approbation qui intègre là aussi les demandes des Porto-Vecchie.
On a entendu le message, on l'a reçu. On est d'accord pour qu'il y ait un peu plus de logement social, parce qu'on en a besoin. Milliers de vie tous les jours, et plusieurs fois par jour, 600 demandes, un turnover très faible, un délai moyen d'attente de l'ordre de 5 années, donc il faut compléter un peu l'offre. Mais en même temps, on a aussi entendu ces porto-véqués qui nous ont dit attention, ne déstructurons pas le lien social, restons attentifs à un certain nombre de sujets, et surtout, priorisons la possibilité d'accéder à la propriété à travers Acasas et des logements dédiés à la location dans un premier temps et pourquoi pas, je pense au LLI, à l'accession directe, je pense aux lotissements communaux, au bail réel solidaire, voire à la pleine propriété, etc. Donc, croyez-moi, et vous le savez, ce lieu n'est pas une chambre d'enregistrement, c'est un vrai lieu de débat. Et quand vous nous dites et que les porto-véqués nous disent des choses, dans la mesure du possible et le respect du fait démocratique, on les écoute et on les entend. Sur la question de la pelouse et du stade, j'ai pris des exemples très éloignés les uns des autres, d'une même volonté démocratique, on est à l'écoute et soucieux d'y répondre. On a ouvert le débat en conseil communautaire, et je l'ai prolongé modestement ici, sur la question du centre aquatique. On nous dit, et j'entends les deux, c'est une très bonne idée, on requalifie le PAP, on pose un équipement de proximité, on recrée un circuit qui intègre le collège, le lycée, pourquoi pas des établissements autour, et on fait, je dirais, autour de cet équipement et des usages dédiés, ce qu'on fait un peu pour les primaires, etc., avec le chemin des écoliers, on retrouve une cohérence des usages et on écrase une partie des frais liés au transport si on devait rester au Prunel. C'est une option. Deuxième option, on me dit attention, on est un peu enclavé, pas enclavé au sens de la desserte, mais au sens du foncier disponible, et si on ne parvient pas à acquérir tout ou partie des terrains disponibles autour et sur lesquels on a commencé à jeter notre dévolu, bon, on va avoir des difficultés. On l'entend. C'est un vrai débat, on va l'objectiver par des études techniques, et très vite, avant la fin de cette mandature, voire même bien plus tôt, on va déposer le permis et donc prendre une décision. Ça nous renvoie à la question de la pelouse et des spécialités, entre guillemets, dans les stades. Bon, on a ce sujet du rugby à Lecce, on a ce sujet du foot à Porto-Vecchio, entre le Prunel et le PAP. Véro le sait, on en parle beaucoup avec Vincent et l'ensemble de l'équipe, il y a des décisions à poser, une fois pour toutes. Et ensuite, en déduire des investissements, parce qu'effectivement, on est conscient de l'état de la pelouse et de la nécessité d'y remédier. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on y revienne, et se pose bien sûr, Véro l'a dit, la question des conflits, entre guillemets, d'usage et des sujets liés à la pratique de l'athlétisme. Moi, j'ai coutume de le dire, Georges est là, qui est membre du bureau, Michel. Moi, je pense que le premier acquis du territoire communautaire, et je ne le date pas à 2020, hein, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne de plus en plus en territoire. Ça, c'est pas palpable, on ne peut pas le quantifier, mais j'ai pris un peu plus tôt l'exemple de l'eau. Quand la crise est arrivée, et principalement à Porto-Vecchio, tous les maires du territoire, ceux de l'Interco comme ceux du CIVOM, se sont appelés, se sont mobilisés et ont répondu. Et au Conseil communautaire aujourd'hui, on a très clairement le même état d'esprit et la même solidarité. Il y a des indicateurs objectifs, toutes les délibérations sont comme ici votées à l'unanimité, et puis est-ce qu'on ne peut pas quantifier encore une fois avec une vraie solidarité du soutenage. Bon, donc ça doit fonctionner y compris pour les équipements sportifs. Le temps est révolu où chaque village voulait son court de tennis, sa salle des fêtes, son bout de piscine. Bon, grâce à Dieu, on en est sorti, mais il faut qu'on en sorte complètement, et pas qu'un peu. Bon, donc, maintenant, il faut qu'on en sorte dans les meilleures conditions possibles. Je me tourne vers Véro et vers vous tous. On en reparle et on voit. Sur le reste, on a des éléments qui nous reviennent sur les pratiques sportives. Et moi, je suis content, la fête récemment organisée en a témoigné, qu'on ait cette belle dynamique, Jean-Mi,
Tu as largement contribué, Véro, vous tous, et on y contribue tous, où que l'on soit encore et aujourd'hui. Et ce qui est à l'œuvre dans le domaine du sport, avant que je donne la parole à Vincent, est quand même assez remarquable à Porto Vecchio. Là aussi, quand on nous montre du doigt comme étant uniquement la station balnéaire qui ne vivrait que quelques semaines ou mois par an, j'invite celles et ceux qui tiennent ce genre de propos à regarder les budgets qu'on y consacre, le temps qu'on y donne et les résultats que l'on obtient. Et pour certains d'entre eux, je les inciterai un peu plus d'humilité, parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait les mêmes résultats ailleurs, y compris dans la bouche de ceux qui se gargarisent à longueur de temps, de vivre ensemble et tout au reste, bon, et qui, me semble-t-il, n'ont pas les mêmes résultats que nous. Donc ça, c'est emblématique. La transition est toute trouvée. On est très fiers d'Olivier. J'ai eu l'occasion de le saluer en tant que Porto-Vecchien, en tant que maire, et très heureux de son résultat. Inutile de vous dire que j'ai aussi une pensée pour Gérard, puisque bon, il aurait été très très heureux de tout ça, et qu'un Porto-Vecchien, aux côtés d'autres Porto-Vecchiens qui ont réussi de belles épreuves, les gagner cette année, c'est très bien. J'étais pas plus tard qu'hier en contact avec nos amis de Balagne. Je les ai prévenus. Ça ne va pas durer autant que les impôts. Et dès que le port est opérationnel, on récupère notre rallye. Voilà, c'est dit. Vincent. Non, juste dire, lorsqu'on se posera la question effectivement du Claude Pape, il y a quand même un avantage immense au stade Claude Pape qu'il ne faut jamais oublier, c'est sa position par rapport à l'agglomération porto-vecchiaise. C'est-à-dire qu'il y a une manie quand même qui a été assez fâcheuse en Europe depuis une trentaine d'années et qui a consisté à remplacer des stades qui étaient très bien placés par rapport au cœur de ville et au centre de ville et de les délocaliser dans des périphéries où en gros à chaque fois qu'il fallait construire un nouveau stade, on allait chercher très loin un terrain vierge, on y mettait un parking, un stade, un gymnase. Et ça, vous regardez à l'échelle de l'Europe de manière générale et de la France en particulier, en termes d'aménagement du territoire, ça a été une catastrophe. Une catastrophe en termes d'embouteillage, une catastrophe parce qu'on a artificialisé des hectares entiers pour y mettre des infrastructures qui dorment pendant des dizaines d'heures par semaine. Et nous, on a la chance, grâce, je crois, à la générosité d'un Porto Vecchio à l'origine et qui a permis en fait à cette infrastructure d'être située à l'endroit où elle est, d'avoir un très bel outil sportif avec une belle surface, et donc je pense qu'il faut le valoriser. Il va y avoir 1000 critères et 1000 paramètres à prendre en compte lorsqu'on va se poser la question. J'en livre un qu'il ne faut surtout pas oublier. On a l'intime conviction que le sport, c'est aussi un vecteur d'attractivité du territoire. Moi, j'ai le souvenir, il y a encore quelques années, que l'Olympique lyonnais venait préparer son 8e de finale de Ligue des Champions sur notre commune. Lorsqu'on a la chance, comme nous l'avons sur la commune de Porto Vecchio, d'être en partenariat via l'outil coopératif du Sporting Club de Bastia, et lorsqu'on accueille le Sporting Club de Bastia sur notre commune, on les accueille aussi parce qu'on a une pelouse naturelle et parce qu'on sait aujourd'hui qu'en fait, il y a un vrai débat de fond sur le synthétique qui permet un usage extrêmement récurrent en nombre d'heures par semaine, qui est beaucoup moins contraignant qu'une pelouse naturelle, qui demande évidemment beaucoup moins d'entretien en eau, en temps humain consacré, etc., etc. Mais on sait aussi que la pelouse synthétique, elle est fuie par les sportifs professionnels. Et aujourd'hui, ce qui permet à la commune de Porto Vecchio d'accueillir le Sporting Club de Bastia et demain peut-être, je l'espère, d'accueillir encore plus de formations sportives professionnelles, c'est aussi parce qu'on a une pelouse naturelle. Donc toutes ces questions-là, il faudra qu'on se les pose et puis après, il y aura forcément un choix à faire. Mais c'est des sujets, effectivement, où on peut penser qu'en 10 minutes de discussion, on a tranché le débat. Et au final, quand on se met autour de la table et qu'on y pense, il y a énormément de paramètres à remettre en compte. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on remette en cause, c'est le fait vraiment que au Stade Claude Pape et dans cette infrastructure-là, il y a du sport. Parce que c'est vraiment une chance d'avoir un endroit accessible pour les plus jeunes avec la Cittadina qui passe à proximité, près de notre port, près du centre-ville, d'avoir un outil sportif autant dans le centre de Porto Vecchio, c'est vraiment une chance. Et il y a beaucoup de communes, je pense, qui rêveraient d'avoir cette infrastructure. Je rajoute, on peut d'ailleurs voir le samedi, le dimanche, le mercredi, les enfants viennent sur la partie publique et ils jouent au basket tout le temps, au foot. Enfin, c'est vraiment même après les cours, ils finissent à 4h30, à 3h30, ils se retrouvent sur le stade et ils s'amusent. Donc il vaut mieux qu'ils soient sur un stade qu'ailleurs. Ce n'était pas mon propos. Hein. Oui, non, mais, non, mais juste... Voilà, non, mais... Bon, pour le Pilate,
Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Tutti. Merci. La société Sporttimers. Convention de prestation pour notre City Trail le 27 décembre, Véro. Ouais. Donc, on reconduit bien sûr le City Trail le samedi 27 décembre. La gestion des inscriptions et de la course se feront par l'intermédiaire du prestataire Sporttimer, notre ami Henri Ordiogne. Les participants pourront s'acquitter de ces frais par paiement en ligne sur le site Sport Connect. La course est à 17 €, ce qui est un prix, quand on regarde les prix des autres City Trail, on est en dessous. Et la marche à 10 €. Pour ce faire, la commune signera une convention de prestation de service avec ce prestataire. L'encaissement des montants relatifs à cette animation relève de la régie événementielle. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention aussi annexée et les tarifs proposés. Juste un mot aussi, ce dimanche, il y aura le semi-marathon, le 10 km et la marche. Je pense qu'on peut espérer approcher, voire dépasser les 1000 participants sur les trois formats. Donc voilà, merci. Moi, je voulais remercier la communication, le service de communication pour le travail qu'ils ont déjà fait pour arriver à ce niveau-là. Et ce qui prouve que même sans prestataire extérieur, on y arrive. Et c'est en partie grâce à eux et bien entendu grâce au club de la SPV. 800 ou 700, 800. Merci Véro. Est-ce que vous avez des remarques? Juste compléter ce qu'a dit Véro. Pour le 27 décembre, pas de sujet. Pour dimanche, donc on est déjà sous ton contrôle à 800 inscriptions. Pas encore, mais avec la marche, oui, je pense. Avec la marche. 800, avec la marche, on a 800. Voilà. Donc on a encore après, un peu de on marge. sait très bien que les Porto Vecchie, les locaux s'inscrivent au dernier moment, au cas où il y a un Covid qui arrive, une petite blessure. Il faut au moins donc passer les 1000. Oui. Hein? Au moins. Allez. On passe au vote. Peut-être que monsieur le maire va le faire. Nathalie, bien sûr. Rajouter, puisqu'on était sur l'attractivité de la ville au niveau sportif, il y a les infrastructures, et tu le sais ô combien, parce que tu as participé à l'épanouissement, on va dire, des infrastructures. Nous, on a connu des stades en terre, etc. Et, pire qu'en terre, voilà. Et je voulais souligner aussi l'attractivité due au travail des présidents de clubs qui font que les ligues ont de plus en plus confiance donc dans les clubs Porto Vecchie et notamment, juste pour le dire, d'aucuns diront que c'est pas très bien, mais je le dis quand même, il y a eu la journée mondiale du pickleball qui a été organisée au gymnase samedi. Ça s'est très bien passé et la Ligue Corse de tennis a fait confiance donc au RCPV pour organiser cette journée. Alors, c'était la première, donc voilà, ça s'est bien passé, mais je pense qu'elle va donner lieu à d'autres journées, voire un tournoi dans toutes les villes, et le départ serait d'ici. Donc, ça serait très bien. Et je voulais souligner aussi, puisque tu le disais, remercier la com, le service com, pour les flyers et les flammes qu'ils ont fait au sujet de l'opération Octobre Rose. Voilà. Donc, parce que le travail a été vraiment bien fait. Vas-y, Véro. Ouais, on peut peut-être dire un mot d'Octobre Rose organisé par l'OMS. En fait, c'est pour inciter c'est ramène ta copine. En fait, c'est chaque adhérente d'un club peut amener tout le mois d'octobre sa copine pour essayer le sport en question. Ouais. Question pour info, tu parles de pickleball, qu'est-ce que c'est? Nathalie, vas-y, explique. Voilà, c'est un jeu de raquettes qui se fait sur le terrain de badminton, avec des raquettes adaptées, une balle adaptée, et ça se fait très vite, ça se monte très vite. C'est un filet bas, et c'est très ludique en fait. Pour ceux qui aiment le jeu de raquettes, c'est hyper ludique. Voilà. Mais ça se développe de plus en plus, et notamment dans l'éducation nationale, puisque au lycée Laetitia, certains profs de PS ont commencé à le mettre en place.
C'est très simple à mettre en place. Voilà, c'est pour ça que c'est assez... Merci. Donc on va pouvoir, sur ce rapport numéro 6, qui à mon avis n'appelle pas de grand débat, passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Rapport suivant. Il s'agit de mettre à la réforme 2 véhicules communaux. Je suis désolé de vous demander votre accord pour cela, mais je ne peux pas faire autrement. On va ensuite les mettre en vente sur une plateforme publique, vente aux enchères donc. Et dès lors, il convient que nous actions leur désaffectation et leur déclassement du domaine public au domaine privé de la commune. J'imagine qu'il n'y a pas de remarques. Bon, je vous invite à ne pas les acheter. Ça la foutrait mal. Et on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. En cette fin d'année, on va dépasser, comme à l'accoutumée, notre quota légal d'heures supplémentaires. Comme vous le savez, puisqu'on en a délibéré lors du dernier conseil, on recrute sur une période de quelques 6 semaines un certain nombre d'agents pour la saison d'hiver. On a choisi de maintenir la patinoire, choisi de garder en son principe, avec des modalités un peu nouvelles, le marché de Noël. On était avec Jean-Mi, Vincent, quelques autres en commission pour l'attribution des chalets. On en aura une conclusive la semaine prochaine. On a parallèlement tout le reste, les promenades à Dodane, les animations, etc., etc. En démo, j'allais dire à Ansemo, Porto Vecchio, non, faremo da 8 tours, calmons-nous. Va organiser également un certain nombre de choses et il faut les en remercier. Donc on aura une période de Noël très très chargée et donc l'idée c'est qu'on ait des agents publics en plus de ceux qui sont habituellement à l'œuvre qui nous rejoignent. Donc pour tout cela, nous devons dépasser formellement le quota légal d'heures supplémentaires et bien sûr en délibérer devant le conseil municipal. Avez-vous des remarques? Georges. Simplement une, puisqu'on parle de dépassement, simplement pour que l'on soit au courant, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore une barrière avec un vigile pour réglementer cette zone piétonne. Alors c'était simplement pour connaître la durée. La durée, oui. Pas les macarons, hein. Pas les macarons, hein. Non, c'est bon. La durée de quoi? La durée. Jusqu'à quand la zone est piétonne ou jusqu'à quand il y a quelqu'un qui tient la barrière? Il y aura un vigile Non, on va arrêter et on va passer à la phase travaux pour réparer ces bornes le plus rapidement possible. Mais je pense qu'on on attaquera ça après les vacances de la Toussaint pour pas avoir la ville en chantier parce que vraisemblablement pour réparer la borne, ces bornes, il y a des dysfonctionnements profonds et il faut attaquer et tout casser pour changer le système en profondeur. Non, mais je comprends bien. S'il y avait un vigile, c'est que les bornes ne fonctionnaient pas. C'est pas ça le problème. Oui. Jusqu'à quand avons-nous le vigile? Voilà. Il termine ces jours-ci là. Il y est toujours. Il termine ces jours-ci. Je n'ai pas la date exactement, mais avant le week-end, il aura terminé, je pense. Bon. À regarder, effectivement, la difficulté de cette borne. On la connaît, c'est qu'elle n'a pas été, dirons-nous, posée par l'entreprise qui a organisé et réalisé la plupart des autres travaux. Donc on a dû dans l'urgence, avec Michel et l'ensemble de l'équipe, et on est les premiers à le regretter, pallier la difficulté. Bon, les travaux vont démarrer. Mickey a indiqué des délais, mais effectivement, je rejoins le conseil dans l'idée
qu'il soit respecté et qu'on puisse très tôt passer à autre chose. Bien sûr. Oui, Diacoumento me rappelait que l'arrêté... Georges. Oui, Diacoumento me rappelait que l'arrêté qui avait été pris depuis plusieurs années était de maintenir la zone piétonne jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Mais donc pour la modifier, pour changer ça, il va falloir prendre un arrêté modificatif et changer ça. Mais c'est vrai que le choix avait été fait d'étaler la zone piétonne du premier week-end de mai, il me semble, jusqu'à la Toussaint. Il faudra soit modifier cet arrêté. Oui, auparavant, oui. Je regrette qu'elle ne le soit plus. Oui. C'est vrai. Oui. Mais alors, pour faire remonter la barrière. Georges, merci Michel, merci Paul pour cette contribution décisive. Et je vous propose que nous passions au vote. Donc sur le rapport numéro 8.1. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. 8.2. Donc comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il s'agit donc du recours aux emplois saisonniers. On est sur le même nombre d'emplois que l'année dernière, à savoir 6, les mêmes, Vincent, viviers de recrutement, les demandes qui parviennent en mairie, au cabinet, etc., la mission locale, et on est sur des contrats courts, mais dont on s'est aperçu qu'ils pouvaient, dans certains cas, servir tantôt de marchepied, tantôt de compensation, entre guillemets, à des périodes hivernales relativement longues pour certains. Voilà, il y a cette idée quand même d'un service public qui est dû au porto-vecchier, mais à des conditions qui permettent aux salariés de se déployer pendant ce temps-là. Donc on va, avec votre accord en délibéré, 6, donc pour les semaines à venir et jusqu'à la fin de l'année, sur la période d'ouverture. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Contrat d'apprentissage. Donc, Manu pourrait en dire un mot. Il s'agit, comme on l'a souvent fait, de donner une perspective à un jeune ou à une jeune de notre commune et dans le domaine donc de la petite enfance, puisque nous avons un partenariat avec les FRTS pour une durée de formation de 12 mois. Manu. Oui, donc l'idée c'est de pouvoir former des jeunes de chez nous sur des professions qui jusque-là étaient plutôt assez rares. C'est souvent auxiliaire de puériculture qui permet d'avoir un diplôme un peu supérieur à un CAP et qui permettent une prise en charge plus efficiente au niveau de la petite enfance. Donc on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir un contrat et un accompagnement avec les FRTS que je salue puisqu'on a vraiment quelque chose de qualité et qui nous permet de pouvoir intégrer des jeunes filles. Alors c'est souvent des jeunes filles, mais c'est pas genré. Mais effectivement, on arrive à pouvoir monter en compétence et à pouvoir proposer de l'encadrement de qualité et ensuite, pourquoi pas, un travail ou en tout cas des remplacements ou quelque chose qui pourrait permettre d'être un premier pas dans une vie professionnelle diplômée. Et cette année, je crois que tu as permis qu'on ait une stagiaire de plus. Donc, on a un nombre un peu supérieur aux années précédentes. Et souvent, on partage les demandes avec les écoles. Mais cette année, c'est vrai que l'assistante de puère, c'est vraiment que pour la crèche. Très bien. Merci Manu. Est-ce que vous avez des questions? Jean-Mi. Oui, simple curiosité. Je vois que donc c'est le contrat d'apprentissage, mais pour le poste de direction.
Ok, ok, d'accord. Ok, voilà. Ou sous l'empire de la direction. Ok. On n'arrive pas encore à... Non, on essaye, hein, mais... ouais. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Il vous est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs. Pas de création sèche, mais la modification des emplois qui sont annexés au présent tableau pour les raisons indiquées. Donc c'est une formalité, mais qui est, comme vous le savez, obligatoire. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Enfin, il vous est proposé également, sans là aussi créer de postes, de tenir compte d'un certain nombre d'avancements de grade au sein de nos effectifs communaux, 9 précisément, et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Donc pas de décision de création, mais une actualisation en tenant compte du mouvement de promotion lié aux avancements de grade. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. On est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. 2 mots, le conseil étant terminé. Irène m'a demandé de pouvoir dire 2 mots sur une initiative associative dont elle voulait informer les élus municipaux. Donc elle a, pour quelques instants, cours, Irène. Hein? Merci Irène pour cette distribution et pour cette explication. Une dernière nouvelle et bonne nouvelle, nous sommes depuis la semaine dernière propriétaires de l'ancienne poste de Mouratédou. On a signé l'acte et donc je voulais vous dire formellement, 1, notre fierté à tous, et 2, le fait que nous allons, dans le sillage de mes propos précédents, ouvrir, Vincent, la concertation sur la destination des lieux et les usages qui pourront en découler. Une précision à ce stade, on souhaiterait être, à ceux qui nous ont parlé tantôt d'une mairie annexe, tantôt d'un bâtiment communal, etc., davantage vers des usages entre guillemets privés, donc économiques ou autres. On avait, c'est vrai, un temps envisagé du logement, mais là aussi on a pas mal réfléchi et on est plutôt dans l'idée d'y poser de l'activité économique de proximité. Donc on en reparlera, mais il y a des réflexions ouvertes là-dessus avec des usages que je vous laisse imaginer sans difficulté. On voit avec les Moratélais et les Porto-Vecchia en général. Véro?
minutes parce que j'ai des messages et des demandes, donc je le fais officiellement là. Les remises de dossards auront lieu le samedi. Oui, pardon. C'est bien. Le samedi 18 octobre de 10h à 19h à l'espace Jean-Paul de Rocazère. Et le 10 km est presque complet, donc si vous voulez avoir votre place, il ne faut pas attendre samedi. Merci pour l'info. Sur ce, Je vends un chirurgien. buonasera a tutti et à très bientôt.